J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend parfaitement bien. Excellent. Écoutez, merci beaucoup. Je voudrais vraiment à mon tour saluer à la fois monsieur le maire, les élus locaux, les parlementaires, saluer le président, cher Emmanuel, saluer le vice-président, cher Philippe, et puis vraiment saluer les agriculteurs, les entrepreneurs, les étudiants, les représentants associatifs ou syndicaux qui sont présents aujourd'hui et pendant ces 2 jours. Je crois que le format même de cet événement montre à quel point c'est un événement singulier, important, utile. Et je retiens notamment des propos d'Emmanuel, à quel point cet événement est important face aux défis auxquels nous sommes confrontés, mais également des propos de Philippe, à quel point cet événement est important vis-à-vis de l'envie des participants quant à trouver des solutions face aux différents défis sur lesquels nous sommes aujourd'hui concernés et mobilisés. Je voudrais profiter de la parole qui m'est donnée, d'abord en commençant mes propos par une pensée, comme l'a fait Emmanuel, pour Xavier Belin, qui a été à l'initiative de cet Open Agri-Food, et dire à quel point je pense que cet événement, encore une fois, est absolument essentiel. Vous dire aussi que la pluralité des représentants que vous êtes montre à quel point seule cette pluralité-là va permettre d'aborder avec sérénité, mais aussi avec détermination, la complexité des sujets sur lesquels nous devons collectivement agir. Et je crois que c'est très important de bien avoir en tête que les sujets sur lesquels nous devons agir, les défis qui nous réunissent, ils sont d'une incroyable complexité. Que ce soit sur la chaîne agroalimentaire, que ce soit sur la relation avec le consommateur, la relation avec le citoyen, que ce soit sur les effets du changement climatique. Et c'est cette complexité-là qui nous impose, qui nous oblige de réussir à mobiliser l'ensemble des parties prenantes de la nation. Et je crois que c'est vraiment ça, les valeurs que représente cet Open Agri-Food, mais plus que les valeurs, surtout les travaux, la mobilisation, que ce soit d'abord sur le retour d'expérience des États généraux de l'alimentation, les groupes qu'évoquaient Philippe et Emmanuel à l'instant, ou que ce soit sur les différentes tables rondes que vous allez organiser pendant ces 2 prochains jours. Alors, vous avez choisi aujourd'hui d'aborder ces états généraux de l'alimentation, comme le disait Emmanuel, à la fois pour dresser un bilan, mais surtout pour identifier les mesures d'action concrètes qu'il nous faut encore et encore mettre en œuvre pour continuer à faire vivre ces états généraux de l'alimentation et répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et je voudrais partager quelques convictions avec vous. D'abord, vous dire à quel point ces états généraux de l'alimentation, ils étaient importants et ils sont toujours importants. Ils l'étaient parce que c'est un vrai momentum politique, si je puis dire, au sens le plus noble du terme, qui a été mis en place avec ces états généraux de l'alimentation. Énormément de mobilisation, Philippe l'a dit, énormément d'envie, là aussi, et énormément de propositions très concrètes qui en ont découlé. Et puis le deuxième élément, ce retour d'expérience, est d'autant plus important que moi je crois beaucoup à cette méthode des états généraux de l'alimentation, mais alors vraiment beaucoup, permettant de faire filière par exemple, et c'est essentiel, on le sait bien. Et je sais aussi que ces états généraux de l'alimentation, ils ont pu, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, créer un certain nombre de déceptions. Et c'est très important dans la vie d'en prendre conscience quand vous êtes aux responsabilités et d'essayer de voir comment on répond à ces déceptions qui n'ont d'égal, si je puis dire, que la profondeur des attentes que ces états généraux de l'alimentation avaient générées. Face à ça, je pense qu'il nous faut revenir à l'essence et aux questions qui étaient celles des états généraux de l'alimentation. Et au final, lors de ces états généraux de l'alimentation, il y avait 3 principaux défis qui avaient été évoqués. Souvenez-vous, il y avait d'abord le défi de la rémunération. Je voudrais revenir dessus. Il y avait le sujet de la souveraineté, et puis il y avait le sujet de la nutrition. Rémunération, souveraineté, nutrition. Alors la rémunération, c'est très certainement la mère des batailles. C'est la mère des batailles parce que aujourd'hui on est confronté par exemple à un juge de paix qui est le renouvellement des générations. Je voudrais vraiment m'adresser à tous les jeunes étudiants ou non qui sont dans cette salle. Oui, aujourd'hui on a besoin de la jeunesse de France pour assurer ce renouvellement des générations.
dans le domaine agricole ou dans le domaine agroalimentaire qu'Emmanuel Vasnex connaît si bien. Mais ça ne sera possible que si on arrive durablement à régler le problème des rémunérations. Les métiers agricoles et agroalimentaires sont des métiers de passion, cette noble mission que de nourrir le peuple de France, mais il nous faut régler le sujet de la rémunération parce que la passion, elle ne peut pas. Alors la question, c'est comment on le fait? On le fait, pour moi, d'abord avec une meilleure régulation. Et c'était ça l'état d'esprit du groupe numéro 5 des États généraux de l'alimentation, qui avait d'abord donné lieu à la loi Egalim. Très vite, on s'est rendu compte que la loi Egalim, elle avait été nécessaire, mais pas suffisante. Très vite, on s'est rendu compte que certains acteurs sur le territoire avaient mis en œuvre des dispositions qui allaient dans le sens de la loi Egalim, sans que cela ne leur soit imposé par la loi. Et ça marche très bien. Je pense notamment, et sans flagornerie aucune, à toute l'action que mène Emmanuel Vasnex, et vous connaissez cela, et ça va vraiment dans le sens de cette répartition de valeur. Mais force est de constater qu'il fallait remettre l'ouvrage sur le métier pour passer d'une loi de confiance, qui était la loi Egalim 1, à une loi de régulation, qui est la loi Egalim 2. C'est parfois malheureux de passer de la confiance à la régulation, mais c'était, je pense, d'une impérieuse nécessité. Et c'est tout ce que nous avons fait avec la profession, avec Grégory Besson-Moreau, qui le détaillera tout à l'heure, qui va d'ailleurs dans le sens d'un certain nombre de vos propositions. Je pense à la contractualisation, que dans les propositions que vous faites d'ores et déjà est un sujet absolument essentiel. Au-delà de la régulation, pour assurer une meilleure rémunération, il y a le sujet des filières. Et moi, je crois profondément à la création de valeur par les filières. Vous aurez aussi, dans quelques minutes, un atelier dédié à ces filières. Je pense qu'il n'y a pas de création de valeur possible si ce n'est pas une création de valeur au sein des filières. Il nous faut forcer filière, il nous faut faire filière. On sait que c'est parfois très compliqué dans certaines filières, plus que dans d'autres. D'autres ont été précurseurs, là où certains sont un peu en retard. Mais il nous faut faire filière et faire filière. Et moi, mon engagement, il est total là-dessus. J'investirai autant que nécessaire pour accompagner les filières à faire filière. J'y crois profondément et je pense que c'est le sens de l'histoire. On pourra en reparler dans les questions-réponses, mais j'y crois énormément. Et puis je pense, au-delà de cette rémunération via la régulation, via la filière, que ce soit sur l'approvisionnement local ou l'approvisionnement à l'export, parce que la mission nourricière de notre agriculture, comme le disait Emmanuel Vasnex, elle est aussi à l'export, et il faut le dire, il faut aller à fond sur le local, mais aller à fond sur l'export aussi, c'est très important. Et il y a un troisième sujet, qui est un sujet plus sociétal, je dirais, et je pense que l'Open Agri-Food a toute sa place pour porter ce sujet au niveau sociétal, c'est la question de redonner de la valeur à l'alimentation. Aujourd'hui, notre société, depuis plusieurs décennies, a perdu toute valeur liée à l'alimentation, que ce soit la valeur nutritionnelle, que ce soit la valeur environnementale, que ce soit la valeur économique. Il suffit de prendre toutes les analyses sur les actes de consommation. On voit aujourd'hui que cette valeur de l'alimentation, elle est en déclin dans notre pays. Et ça, c'est dramatique. Parce que tout doit être reconnu à sa juste valeur, mais deux, parce que notre modèle agricole, il est fondé sur la qualité. C'est ça qui fait cette singularité. Et si on veut avoir un modèle agricole dont l'ADN c'est la qualité, cela ne peut pas advenir si d'un autre côté, la qualité n'est pas rémunérée à sa juste valeur et la valeur alimentaire n'est pas reconnue. Et je crois que là, on a un débat de société qui est incroyablement important, qui politiquement est parfois compliqué, mais que moi j'assume pleinement. Il nous faut redonner de la valeur à l'alimentation. Le deuxième défi, c'est celui de la souveraineté. Avec un constat, Emmanuel Vasnex en a parlé, je ne reviens pas dessus, mais le défi de la souveraineté, il est pour moi absolument essentiel. J'en ai fait d'ailleurs la boussole de mon action depuis maintenant 1 an et demi à la tête de ce ministère. La souveraineté, c'est d'abord avoir des agriculteurs. Il n'est pas possible de faire de l'agriculture sans agriculteurs. Ça renvoie à la question de la rémunération, ça renvoie à la question de l'installation des jeunes. Mais la question de la souveraineté, c'est aussi de réussir à sortir d'un certain nombre de dépendances. On pourrait par exemple parler de la dépendance aux protéines végétales importées d'Amérique du Sud. Un système organisé depuis maintenant près de 40 ans avec les accords multilatéraux. Il nous faut investir massivement, c'est ce qu'on fait par exemple avec France Relance, où sur le volet protéines, on investit plus de 120 millions d'euros pour relocaliser nos productions agricoles. Mais cette
sortie des dépendances, elle est très vraie aussi sur la relocalisation des appareils de production industrielle. Parce que n'oublions jamais, et c'est ça aussi faire filière, nos productions agricoles sont intrinsèquement liées aux productions industrielles, notamment dans une approche territoriale. Et ça, c'est très important à avoir en tête dans tout le déploiement de nos stratégies. La deuxième des dépendances, au-delà de certains segments, c'est la dépendance au changement climatique, à l'environnement de manière générale. On voit que c'est un sujet sur lequel aujourd'hui, et je salue Hervé Pillot qui est avec vous, qui a beaucoup écrit et investi sur ce thème, et je recommande à mon tour la lecture de son ouvrage. Il nous faut absolument investir dans l'adaptation à la protection au changement climatique de nos moyens de production, qu'ils soient d'ailleurs agricoles ou industriels. C'est là aussi d'une impérieuse nécessité. C'est aussi une formidable opportunité pour l'agriculture, parce que l'agriculture, pas assez de personnes ne le reconnaissent, mais l'agriculture, c'est un énorme élément des solutions. Souvent, quand on fait un sondage, et si on le faisait dans la salle ce matin, je suis sûr que les résultats seraient de même, et qu'on demande où est-ce qu'on capte le plus de carbone sur Terre, à part la mer, on répond la forêt. La réalité, c'est qu'on capte plus de carbone dans le sol agricole que dans la forêt. Comment fait-on pour continuer à accroître la captation de CO2 dans le sol agricole? C'est une question fondamentale, c'est une question générationnelle, c'est une question pleine d'opportunités pour nos agricultures. Mais c'est aussi l'adaptation face aux risques climatiques qui est très important. On pourra là aussi y revenir. On va faire dans quelques semaines une réforme très structurante des systèmes de couverture des risques dans le monde agricole qui est essentiel. Mais c'est aussi là où nous avons des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense à la rumination des systèmes de rumination de nos élevages. Je pense au protoxyde d'azote dans les filières, notamment des filières d'engrais. Et comment fait-on pour là aussi investir massivement pour faire de la France un pays pionnier dans ce sujet du changement climatique. Et là, il faut le faire avec méthode. Il ne faut pas le faire en injonction. Il faut le faire en accompagnement du monde agricole et agroalimentaire par de l'investissement. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre de France 2030. Et je voudrais m'arrêter un instant là-dessus, et notamment m'adresser à l'ensemble des acteurs que vous êtes et aujourd'hui à Orléans. Moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'on a un triple défi pour l'agriculture. On a un défi nutritionnel, on a un défi environnemental et on a un défi de production. Nutritionnel parce que l'alimentation est au cœur de toutes nos politiques et au cœur de la demande de notre société. Environnemental parce que aujourd'hui on chérit le sol, le monde agricole chérit l'environnement, il l'envie, il sait ce qu'il lui doit, il sait qu'il doit le préserver, il agit en ce sens. Et de production parce que la mission première de l'agriculture, c'est la mission nourricière. Mais si vous prenez un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe depuis maintenant de nombreuses années, en fait aujourd'hui on se crée nous-mêmes, on se met nous-mêmes dans des impasses parce qu'on privilégie un de ces trois défis par rapport aux autres. Typiquement, vis-à-vis du défi des transitions agroécologiques, un certain nombre de cette prise en compte de ces défis agroécologiques nous ont amenés dans des impasses et dans des impasses de production. Et donc, au nom du deuxième défi que j'évoquais, eh bien, on allait au détriment du troisième défi, c'est-à-dire de celui de la mission nourricière. Et ça peut être la même chose vis-à-vis du volet nutritionnel. Et ça nous a conduit, un des éléments, pas le seul facteur, mais un des éléments, à avoir de plus en plus d'importations, comme dans les fruits et légumes qu'évoquait Emmanuel à l'instant. Et ça, pourquoi on a cet état de fait? C'est qu'aujourd'hui, on a vécu deux révolutions agricoles dans notre pays, le machinisme et l'agrochimie. L'agrochimie étant la dernière qu'on a vécue, deuxième partie du XXe siècle. Et depuis lors, notre seule obsession est de limiter les effets de la deuxième révolution agricole. C'est ça la vision politique développée depuis des décennies. Moi, je pense aujourd'hui, et Hervé Pillot pourra y revenir, on a immensément échangé là-dessus, je pense qu'aujourd'hui qu'on est en train de décrire une troisième révolution agricole qui nous permet de sortir de ces impasses, qui nous permet de concilier nutrition, environnement et production. Et c'est très important, c'est même essentiel. Et cette troisième révolution agricole, c'est celle du vivant et de la connaissance. C'est celle qui investit dans le numérique, dans l'agro-robotique, dans la génétique et dans le biocontrôle. C'est celle dans laquelle on va investir massivement
dans le cadre de France 2030, puisqu'on va investir plus de 2 milliards 800 millions d'euros là-dessus. Et c'est une révolution qui est déjà en cours, en réalité, dans nos territoires et que je veux, moi, absolument renforcer de manière très forte. Et ça, j'insiste dessus parce que je pense qu'il y a une page de notre histoire agricole qui est en train de s'écrire. Je pense que collégialement, on devrait la porter. Et je sais que beaucoup d'acteurs que vous êtes sont engagés sur ce sujet. Enfin, le dernier point, et je terminerai là-dessus, on a un troisième élément majeur dans le cadre de ces états généraux d'alimentation, c'est la question de la nutrition, la question de la santé nutritionnelle. N'oublions jamais ce que nous disait Hippocrate, le premier des médicaments, c'est l'alimentation. Ne l'oublions jamais. On voit même d'ailleurs que bon nombre de nos concitoyens ont renforcé leur attachement à cette nutrition de qualité dans le cadre de la crise de la Covid qu'on a vécue et qu'on continue à vivre. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, de continuer à faire cette production de qualité, cette production nutritionnelle. Cela impose et nous oblige à résoudre les deux premiers sujets que je vous évoquais, que ce soit la rémunération ou que ce soit la sortie de ces dépendances avec notamment cette troisième révolution agricole. Mais cela nous impose aussi d'avoir des politiques publiques très ancrées sur cette approche nutritionnelle. Et je le dis souvent, moi je suis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je pense qu'il manque un mot fondamental à mon intitulé de ministère, c'est le mot de nutrition. On doit partir d'une approche nutritionnelle. Et ça passe notamment par une reconnaissance d'une inégalité nutritionnelle dans notre pays. Et je sais que vous avez une table ronde là-dessus, elle est très importante à mes yeux. Cela passe aussi par la production et l'accès à ces produits locaux, à ces produits de territoire, à ces produits de qualité. Et vous avez fait là aussi des propositions très intéressantes en ce sens, qui vont par exemple dans la lignée des dynamiques qu'on a essayé de lancer avec les plans d'alimentation territoriaux qui marchent incroyablement bien sur le territoire. Cela passe, et c'est fondamental, par l'inclusion du sujet nutritionnel dans nos systèmes éducatifs. Je sais que vous avez là aussi une table ronde demain sur le sujet. C'est à mes yeux essentiel et je pense qu'on ne va pas encore assez loin. Je vous le dis très franchement, je évoque souvent ce sujet avec Jean-Michel Blanquer, avec Frédéric Vidal aussi. Je pense qu'on ne va pas encore assez loin. Un seul exemple, je vous citais tout à l'heure Hippocrate. Aujourd'hui, quand vous regardez les études de médecine, il n'y a quasiment pas de modules liés à la nutrition dans les études de médecine. À mes yeux, c'est un vrai sujet. Et ce sujet-là, on doit le faire aussi au lycée, au collège et à l'école. Et donc ce système, ou plutôt ce volet d'éducation alimentaire, il est absolument impérieux à mes yeux. Il nous faut avancer très loin sur les systèmes éducatifs là-dessus, les initiatives, et justement remettre cette valeur nutritionnelle, cette valeur alimentaire que j'évoquais, sur des bases scientifiques, sur des bases éducatives, dès le plus jeune âge. Je pense que c'est un des leviers d'action très importants qu'il nous faut développer. Et enfin, dernier point, et je terminerai là-dessus, sur cette approche nutritionnelle et cette approche de perception de la valeur alimentaire, il y a le rôle du consommateur. Ce rôle du consommateur, il est là aussi absolument fondamental. Il y a quelques mois, quand Emmanuel Vasnex m'avait invité à venir sur son site de production, nous avions échangé avec les acteurs de C'est qui le patron, qui est une des initiatives très concrètes qui montre à quel point le rôle du consommateur, il est aujourd'hui de plus en plus fort et doit être privilégié. Et aujourd'hui, on a les moyens, et notamment les moyens techniques, pour renforcer encore ce rôle du consommateur, parce que, qu'on le veuille ou non, le juge de paix, à la fin, ça reste le consommateur. Le décideur in fine, ça reste le consommateur. Et donc, dans toutes nos politiques publiques, il faut toujours faire attention à ne pas se parler qu'à nous-mêmes, entre guillemets, grandes familles agricoles ou agroalimentaires, mais toujours à s'extraire et à aller mener nos politiques publiques avec les consommateurs. Et je crois que là aussi, vous avez des propositions très intéressantes sur ce sujet. Enfin, pour conclure, vraiment, une nouvelle fois, en m'excusant de ne pouvoir être avec vous physiquement aujourd'hui, je dois vous confesser que l'agenda est assez dantesque en ce moment, et que la nuit a été très très courte parce qu'on a été jusqu'à très tardivement sur le vote des budgets à l'Assemblée nationale. Mais je voulais vous dire à quel point, pour moi, vos travaux, votre dynamique, elle est absolument utile et que je la regarde avec non seulement beaucoup de bienveillance, mais énormément d'intérêt. Et je voudrais vous formuler une proposition et un espoir en conclusion.
La proposition, c'est qu'à l'issue de vos 2 jours, vous puissiez identifier les projets les plus mûrs, les plus pertinents à vos yeux, et que nous, État, on puisse s'engager à vos côtés pour voir comment on les accompagne, on les finance, on les met en œuvre. Je pense que c'est très important. C'est ça aussi, la force de vos initiatives, c'est d'être utile. Et l'engagement citoyen, il ne vaut que si derrière il y a cette utilité. Et cette utilité dépend aussi, et j'en ai pleinement confiance, je veux assumer cette responsabilité, de ce que nous, pouvoirs publics, nous ferons de vos propositions. Et donc, ma proposition, c'est que vous puissiez me tenir informé de ce que vous considérez comme prioritaire et ce que je dois lancer en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation suite à vos propositions. Et le deuxième élément, c'est un espoir, mais dans la lignée de ce que disaient Emmanuel et Philippe, c'est cet espoir de faire en sorte qu'on continue à faire vivre cet état d'esprit des États généraux de l'alimentation. Cet état d'esprit que avait évoqué d'ailleurs le président de la République lorsqu'il avait fait son discours à Rungis en 2017, parfois de changer de paradigme, parfois de changer des habitudes, toujours d'avancer avec chevillé au corps ce sujet de la souveraineté agroalimentaire, parce qu'il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte. Et que cet espoir, j'en suis convaincu, vous l'avez vous aussi chevillé au corps. Alors vraiment, bravo pour votre action et soyez assurés que même si je ne suis pas physiquement à vos côtés aujourd'hui, je suis du matin au soir à vos côtés pour faire en sorte que face aux défis qui sont devant nous, nous trouvions les solutions les plus pertinentes, les plus pragmatiques et les plus opérationnelles possibles. En vous remerciant une nouvelle fois de votre invitation à échanger avec vous ce matin. Merci beaucoup. Sur le premier point, Monsieur Laffitte, oui, vous avez raison, on parle de carbone, mais en fait, on parle des gaz à effet de serre. Et vous avez raison sur le protoxyde d'azote. D'ailleurs, je crois même l'avoir mentionné dans mes propos introductifs. Et c'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup avec France 2030. Moi, je pense que dans les sujets de souveraineté, on a ce sujet de souveraineté des engrais. Éric Thirouin pourrait vous en parler tout à l'heure. On a aujourd'hui un défi énorme vis-à-vis de l'accessibilité aux engrais. Et inversement, sur le sujet des engrais, cette souveraineté doit aussi nous conduire à développer des filières d'engrais qui arrivent à émettre moins de protoxyde d'azote. Et c'est essentiel, et c'est d'ailleurs un des axes sur lesquels on va beaucoup investir dans France 2030. Ce sujet des engrais, j'attire l'attention collégiale dessus parce que nous, avec les professionnels, on est en train d'essayer de faire face à la situation en France, mais ce qui va se passer à travers le monde sur la crise des engrais est un sujet qui doit être suivi de très très près, parce que vous savez qu'il y a une corrélation directe entre les engrais qui est la nourriture des plantes et la production in fine. Et que certaines usines à travers le monde, c'est pas le cas en France, mais certaines usines à travers le monde d'engrais se sont totalement arrêtées. Et donc, il y aura des pénuries ici ou là à travers le monde sur les engrais et donc des chutes de production. Et une chute de production a des conséquences sur la stabilité. Et Emmanuel Vasnex le disait, ça a été ses premiers mots sur les stabilités internationales liées à l'alimentation. Et ce sujet-là doit être suivi de très 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 près. En tout cas, c'est ce que nous faisons actuellement. Deuxième point, sur le bio, je suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur un point et pas d'accord sur deux. Je suis d'accord avec vous sur un point. Trop de labels tue le label. Ça, c'est une certitude. Bon. Trop de labels tue le label. La réalité, c'est qu'on dit souvent ça et en même temps, on a une frénésie française au label. Très rares sont les semaines où on ne me propose pas la création d'un nouveau label. Depuis que je suis arrivé à ce ministère, je n'ai créé aucun nouveau label. J'ai essayé d'aider, d'accompagner les labels existants, parce que trop de labels tue le label. Bon. Et ça, pour moi, en fait, ma vision, c'est à la fin des fins, on aura gagné si on arrive à dire que agriculture française égale qualité. Et je pense que c'est ça le meilleur des labels, c'est agriculture française, si vous voulez, le fond de la pensée. Et c'est ça qu'il faut réussir à développer, parce que le sujet des labels, c'est un sujet sempiternel. On aura toujours des volontés de créer un label sur le bien-être animal, sur tel type de production, sur les protéines non importées. Tout ça, c'est essentiel. Mais bon, à la fin, ça va se rajouter. Regardez sur un rayon, sur les œufs, par exemple, le nombre de labels qui puissent exister, y compris sur la coquille avec les numéros 0, 1, 2, 3. Et je mets au défi quiconque de me dire à quoi correspond le 0, 1, 2, 3. C'est pourtant un label. Voilà.
Donc pour moi, la fin des fins, on aura gagné quand agriculture française égale qualité aux yeux du consommateur. C'est ça mon combat. Ensuite, je suis pas d'accord avec vous sur 2 points. Le label bio, moi je suis un fervent défenseur du label bio, hein, fervent défenseur. Mais je suis aussi un fervent défenseur des autres labels, pour plein d'autres raisons. Je vous en donne juste un exemple. Le label bio ne prend pas en compte la dimension carbone. Le label bio ne prend pas en compte la dimension des haies, par exemple. Je dis pas que c'est mal, je dis que c'est très important aussi de développer ceux qui font de l'agriculture de conservation ou qui font des haies. Je pense que c'est très important de développer toutes celles et ceux qui se disent on va faire des démarches avec par exemple HVE, et quand j'évoquais tout à l'heure Éric Thirouin, mais quand Éric Thirouin, il y a 2 ans maintenant, si ma mémoire est bonne, fait adopter dans son interpro le fait qu'il faut qu'il y ait un mouvement massif vis-à-vis de HVE, c'est un point très important et il faut le soutenir. Et le deuxième élément où je ne suis pas d'accord, c'est faux de dire que nous réduisons les aides au bio. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois là-dessus. L'aide bio, pour être très précis, l'aide bio dont on parle, c'est une aide bio dans la politique agricole commune. La ligne bio de la politique agricole commune, elle passe de 250 millions d'euros à 340 millions d'euros. 250 à 340. Par contre, il y a eu un débat, non pas si on continue à aider ou pas, mais il y a eu un débat sur la nature de l'aide. Et je dis bien la nature de l'aide. En gros, aujourd'hui, il y a 2 possibilités. Soit on aide à la conversion, c'est-à-dire que des agriculteurs dits conventionnels, on les aide pour se convertir en bio, soit on aide au maintien de ceux qui sont déjà en bio. Tout en sachant, comme disait Emmanuel Vasnex, que 30% de la production bio aujourd'hui est importée. Évidemment que la responsabilité qui est la mienne, c'est de booster la conversion. Et donc les 350 millions d'euros, on les a boostés sur la conversion. Et c'est là où il y a eu des débats. Mais à la fin des fins, le montant total sur l'aide bio, il augmente de 90 millions d'euros par an. C'est d'ailleurs même le poste de la politique agricole commune, enfin l'un des postes de la politique agricole commune qui augmente le plus. Après, on a d'autres défis. On a des défis et qu'on doit réussir à appréhender. On a des défis sur la nécessité de sortir un certain nombre de segments de la filière bio, de difficultés dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Je pense au lait bio, on avait peut-être entendu parler. Je pense à des infrastructures bio au-dessus d'un certain nombre d'installations et pour lesquelles le bio est important parce que c'est impérieux vis-à-vis de l'installation qui est à côté, comme une station de potabilisation, pour ne donner que cet exemple. Et là, également, on investit massivement là-dessus. On va même aller plus loin puisque, a priori, vendredi, les parlementaires, en tout cas avec le soutien du gouvernement, vont voter un renforcement du crédit d'impôt bio, qui est très important et qui est d'ailleurs une aide qui, à mes yeux, est bien plus performante que les aides au maintien. Le crédit d'impôt bio, on va renforcer. Ce sera vendredi prochain. Vous voyez, moi j'ai une vision qui est très très claire. Agriculture française égale qualité. On soutient les différents types d'agriculture sans les opposer. Je crois profondément au bio. Je crois profondément à l'agriculture de conservation. Je crois profondément à la HVE. Je crois profondément au mouet. Je crois profondément à l'élevage extensif de nos montagnes qui n'a aucun de tous ces labels, etc., etc., etc. Je vais vous dire, c'est même la beauté de notre pays que d'avoir des agricultures différentes. Il ne faut surtout pas les opposer les unes aux autres. Plein de choses, c'est la difficulté, c'est une phrase. Non, leur dire que faites le choix de ce monde agricole et agroalimentaire. Allez-y les yeux fermés pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un métier qui fait sens. Les agriculteurs, je les qualifie souvent d'entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. C'est très important cette phrase. Devenez des entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Nourrir le peuple, c'est probablement l'une des plus belles missions qu'ils puissent faire. C'est ça qui explique la passion de toutes celles et ceux qui se lèvent très tôt pour aller travailler sur un champ agricole ou pour sublimer ensuite les productions dans les chaînes agroalimentaires. C'est nourrir le peuple, la mission, ça fait sens. Des métiers qui font sens. Le deuxième élément, c'est que c'est des métiers qui sont à la fois très complexes, mais dont la complexité est ce qui est passionnant dans le métier. Pourquoi c'est complexe ? Parce qu'on
on est des entrepreneurs du vivant. Et que le vivant, il n'y a rien de plus complexe. Vous savez, ce qui tue les débats en ce moment, c'est que souvent on tourne dans du simplisme. C'est blanc ou c'est noir. C'est bien ou c'est pas bien. C'est un tel label ou c'est pas un tel label. Le vivant, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le vivant, on dit que dans le vivant, l'entropie est positive, c'est-à-dire que c'est une effervescence tout le temps, ça crée de l'énergie, c'est au sens physique du terme. C'est vachement complexe, le vivant. Il n'y a rien de plus difficile. Mais la beauté de ces métiers-là, c'est d'appréhender cette complexité. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est de dire, oui, il y a des défis, comme les défis de rémunération, la mère des batailles, et de leur dire qu'on ne lâchera rien pour faire en sorte que ça ne soit pas que des métiers de passion, mais ce soit aussi des métiers de rémunération. Enfin, je terminerai en disant, parce que notre jeunesse de France est à la fois très désireuse d'avoir des métiers qui font sens, des métiers qui leur permettent de vivre, mais aussi des métiers innovants. L'innovation aujourd'hui est une part fondamentale dedans. Et cette innovation, vous voyez, moi j'insiste beaucoup sur cette troisième révolution agricole. Hervé Pillot pourra le dire tout à l'heure, mais cette troisième révolution agricole, elle montre à quel point l'innovation aujourd'hui, elle est partout dans le monde agricole. Elle est partout. Vous montez dans un machinisme agricole aujourd'hui, c'est des matériels mais incroyablement innovants. Vous faites vous allez sur la ferme expérimentale d'Hervé, vous comprenez tout de suite à quel point l'innovation, le numérique, l'agro-robotique, la génétique, elle est partout, partout, partout. Vous allez visiter l'entreprise Bioline qu'on évoquait tout à l'heure, vous regarderez à quel point c'est incroyable ce qu'on arrive à faire en termes de biocontrôle. Ces innovations, elles sont partout. Donc si vous voulez un métier qui fait sens, un métier innovant, un métier de passion, et un métier sur lequel on va se battre pour que la rémunération soit à la hauteur de ce que vous faites, eh bien, choisissez ces métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et je terminerai juste en disant, on a, nous, pouvoir public, une difficulté souvent, c'est de pouvoir communiquer tel que je le fais là directement avec les jeunes. Pourtant, je confesse que je suis plutôt un ministre jeune qu'un ministre vieux. Donc je me disais, ça va être plus facile peut-être. En fait, non. On a des canaux de communication qui sont pas ceux que regardent beaucoup de nos jeunes, de la jeunesse de France. Et donc on a fait une tentative là, et j'invite tous les jeunes qui nous écoutent à y participer. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, aujourd'hui on a une plateforme sur lesquelles beaucoup de jeunes se retrouvent, c'est les plateformes de jeux vidéo. Je le dis avec beaucoup d'humilité, je suis père de 4 enfants et ça m'arrive bien volontiers de m'y retrouver avec mes enfants aînés le week-end. Donc je n'ai aucun jugement de valeur là-dessus, je dis juste que c'est un fait de notre société. Et donc on a fait une tentative, et je dis aux jeunes qui nous écoutent, inscrivez-vous là-dessus, on crée un grand tournoi de e-sport sur le jeu Farming Simulator, qui rencontre un engouement très fort et qui va nous permettre aussi de parler d'agriculture à des jeunes qui sont très éloignés de ces métiers agricoles. Alors, le jeu Farming Simulator, ce n'est pas la réalité, hein. En aucun cas. Le métier agricole n'est pas un métier de jeu vidéo, en aucun cas. Mais ça permet de parler agriculture sur des lieux, dans des forums où on ne parle jamais agriculture. Et moi, je veux qu'on puisse parler agriculture absolument partout. Donc, inscrivez-vous sur entrepreneurduvivant.gouv.fr. Il y a un grand tournoi qui a lieu le 27 et le 28 novembre, avec une grande finale le 6 décembre en direct sur la plateforme Twitch, avec des professionnels du e-sport très très reconnus, que probablement vous connaîtrez, mais que moi je ne connais pas, mais probablement vous connaîtrez. Et parlez-en autour de vous, il faut parler agriculture, il faut parler innovation, il faut parler mission, il faut parler passion. Parlez-en, intéressez-vous à ça, c'est des métiers absolument fabuleux, et qui plus est, vous avez le plein emploi assuré derrière. Merci. Je pense, vous savez, j'ai beau être jeune, je suis un peu plus vieux que vous. Je suis aussi père de 4 enfants. La question n'est pas la prise de conscience. La prise de conscience, elle n'est pas générationnelle, la prise de conscience. Moi, j'ai une prise de conscience, et pour tout vous dire, il y a 20 ans, quand j'ai fait les choix de faire des études d'agronomie, c'est par des discours que vous tenez que je fais mien. Donc c'est pas une question de prise de conscience. La prise de conscience, elle est là, je crois. Et c'est très important de le dire parce que je vous prends un exemple, mais vous prenez les jeunes agriculteurs.
qui s'appelait, quand on dit jeunes agriculteurs, ça va jusqu'à 35 ans. Les jeunes agriculteurs, quand on a lancé le plan France Relance, c'est les premiers à être venus en disant mettons le paquet dans le cadre du plan de France Relance sur la captation du carbone dans le sol agricole. Donc la prise de conscience, elle est là. Le sujet n'est plus la prise de conscience, à mes yeux. Le sujet, c'est quoi les solutions qu'il nous faut mettre en place? Comment on arrive à le mettre en place? Alors aujourd'hui, dans le monde agricole, on a deux principaux sujets. Même s'il y en a d'autres, mais il y en a deux principaux. Il y a la rumination, et donc les émissions de méthane, qui est un sujet qui renvoie notamment à l'alimentation des ruminants. Il y a des expérimentations qui sont en cours. Hervé pourra vous en parler. J'étais avec lui sur sa ferme expérimentale, justement sur ce sujet il y a quelques jours, pour voir comment on pouvait renforcer les solutions liées à l'alimentation des ruminants, au fait de pouvoir trouver des solutions pour diminuer ces émissions de méthane. Premier sujet très important. Deuxième sujet, le protoxyde d'azote dans les filières d'engrais, très important, et sur lequel il nous faut absolument là aussi trouver les solutions, et c'est ça sur lequel on investit massivement dans France 2030. Là où vous voyez le sujet est plus complexe, et c'est pas que de la prise de conscience. Là où le sujet est plus complexe, c'est quand on parle de méthane, c'est le système digestif de la rumination lui-même qui l'émet. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire j'arrête telle pratique, il suffit de déterminer en quoi l'alimentation d'un ruminant peut être modifiée pour modifier le système lui-même, permettant de diminuer l'émission de méthane. Après, il y a les actes de consommation des uns et des autres, mais ça, vous comme moi, on est des citoyens et on doit mettre en adéquation nos actes de consommation avec nos aspirations citoyennes. Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas. Pas toujours le cas, il faut absolument le faire. Pareil sur le protoxyde d'azote, certains disent qu'il faut arrêter les engrais. Mais l'engrais, c'est quoi? C'est la nourriture de la plante. Ça n'existe pas aujourd'hui de réussir à faire pousser des plantes si vous n'avez pas d'engrais. C'est pas vrai. La plante a besoin de se nourrir, comme vous, comme moi, on a besoin de se nourrir. Alors, il nous faut absolument optimiser les doses d'engrais, ça c'est une certitude. Et d'ailleurs, on a des trajectoires, y compris inscrites au niveau européen sur ce sujet. C'est très important. Mais on ne peut pas simplement se dire on arrête de mettre des engrais parce que ça fait du protoxyde d'azote. Si vous n'avez pas d'engrais, vous n'avez pas la nourriture de la plante. Alors on essaye en revanche de développer aussi d'autres types de production. Je prends par exemple ce que je vous disais sur la protéine végétale, qui est probablement l'un des sujets où on peut agir le plus vite et le plus concrètement sur l'impact carbone de nos productions. Aujourd'hui, les protéines végétales sont des plantes absolument fabuleuses parce qu'en plus elles captent un certain nombre de gaz à effet de serre qu'elle vient remettre dans le sol, ou à minima, elles permettent de diminuer un certain nombre de nitrates qui permettent de ne pas avoir demain de protoxyde d'azote. Donc il faut en mettre, c'est ce qu'on fait dans le cadre de la politique agricole commune, le plan protéines que j'évoquais, mais qui plus est en plus, elles sont aujourd'hui importées d'Amérique du Sud. C'est complètement délirant. Donc là, on peut agir très concrètement et très vite. Ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, je pense que la conscience, aujourd'hui, elle est collective, que les enjeux, on les connaît très bien, qu'on investit massivement. Peut-être aurait-il fallu investir il y a plusieurs années, encore plus massivement, peut-être. En tout cas, moi, je vous dis qu'en tant que ministre, j'investis massivement sur ces sujets-là, dans le cadre notamment du plan de relance et de France 2030. Les deux, c'est quand même, plan de relance et France 2030, c'est quand même 4 milliards, plus de 4 milliards d'euros, plus de 4 milliards d'euros qu'on investit. C'est massif. Et dans des programmes de recherche, dans d'équipement ou dans des solutions autour de cette troisième révolution agricole. Et puis après, il y a aussi ce sujet de la captation de carbone dans le sol. Et là, vous allez voir, c'est pour ouvrir les débats de votre journée. Et vous savez, la captation de carbone dans le sol, pour montrer aussi la complexité du sujet. Comment vous faites pour capter plus de CO2 dans le sol? Vous ne labourez pas le sol. Il ne faut pas le labourer. Pourquoi? Parce que le carbone, il est capté par la plante. La plante, elle va, au fur et à mesure, si vous ne la récoltez pas, se dégrader dans le sol. Et donc, le sol va capter le CO2. Et dès que vous labourez le sol, le CO2 se relâche. Et donc, une fois que je vous ai dit ça, on dit faisons de l'agriculture de conservation. Arrêtons de labourer les sols. Ok. Comment on peut faire aujourd'hui pour ne pas labourer les sols? Il faut mettre un désherbant.
vachement compliqué à ce moment-là. Parce que les mêmes vont nous dire, mais attendez, il faut arrêter de mettre tous les désherbants, parce que les désherbants, au titre de la biodiversité. Oui, effectivement, mais c'est la seule solution pour faire de l'agriculture de conservation qui va capter du CO2. Alors certains vont dire, bah, trouvez la solution. J'adorerais trouver la solution, hein. Sauf que la solution, c'est vachement compliqué. Et en l'occurrence, aujourd'hui, elle n'existe pas. Enfin, il y a certains qui ont tenté, par exemple, parce que le sol, c'est un conducteur, ils mettent des volets électriques tout autour du sol, ils passent un courant électrique dans le sol, ça tue la mauvaise herbe, ça c'est sûr, enfin ça tue tout ce qu'il y a dans le sol. D'autres arrivent avec un tracteur, avec des chalumeaux derrière le tracteur pour cramer les mauvaises herbes. Vachement bien. Je suis pas sûr que le bilan CO2 il soit top. La troisième révolution agricole que j'ai évoquée sur le numérique ou l'agro-robotique sur ce sujet, elle est à même de nous trouver des solutions. Et donc, il faut investir massivement. Bref, je dirais juste que la prise de confiance, elle est là. La détermination, elle est totale. La complexité, elle est réelle. L'action du citoyen, qui doit être, enfin, du consommateur conforme à l'aspiration du citoyen, elle dépend de notre responsabilité à tous. Je suis désolé, mais moi, je suis personne pour vous dire, vous devez plutôt faire ceci, plutôt faire cela. Le côté paternaliste du ministre, moi, j'y crois pas. Je pense qu'on est tous des citoyens, qu'on doit agir en responsabilité, et que c'est trop facile ensuite de dire ou de faire, de dire oui, mais c'est le gouvernement qui devrait dire à chacun de faire ce qu'il doit faire. Non, ça marche pas comme ça dans une citoyenneté, je le pense. Mais à la fin des fins, il faut investir massivement. Il faut le faire tout de suite parce que, comme vous dites, il y a urgence. Il faut investir massivement pour limiter les émissions et investir massivement pour faire de notre agriculture le lieu de captation du CO2. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mais malheureusement, c'est ça la réalité. Merci mille fois, Monsieur le Ministre, Julien de Normandie, d'avoir accepté d'être ici en ouverture de cette Open Agri-Food. Merci très sincèrement de votre présence. Merci à vous et je vous souhaite de très 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 bons travaux. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci d'avoir ouvert cette journée. Et vraiment, on ne lâche rien sur la valeur alimentaire et sur ces défis, notamment carbone, comme l'a très bien dit ce jeune homme tout à l'heure. Ne lâchez rien surtout. On ne lâche rien. Merci mille fois, Monsieur le Ministre.